Hello à tous, ici Antéphile. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Satanico. Bonjour à toi, Antéphile, donc c'est Satanico. Et oui, effectivement, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas refait de podcast, donc nous revoilà. Voilà, donc on va reprendre un peu le train en marche parce qu'il y a eu la chaleur de l'été. Mais Mhm. pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce podcast, donc c'est de l'audio, mais je vais faire des petits inserts en images, en affiches ou des choses qui seront un peu appropriées avec les propos qu'on aura, histoire d'agrémenter un peu. D'accord, donc tu vas illustrer nos propos par de l'image quand même, donc pas Voilà, que de l'audio. Voilà, je vais mettre un peu d'illustration, voilà, je cherchais le mot. Mhm. Et donc aujourd'hui, pour reprendre un peu le train, enfin je veux dire le train en marche pas du tout, mais pour relancer la machine, on va parler d'un film coréen et d'un film japonais. Alors je vais déjà les citer, le titre coréen. C'est Destruction Finale qui est paru en 2019 et le deuxième, je te laisse le dire. Alors le deuxième, c'est Inunaki, donc c'est un film japonais de Takashi Shimizu, celui à qui on doit la saga The Grudge. Alors, on va commencer donc par Destruction Finale, qui est un film alors de Byung Seo Kim et Han Joo Lin. Ce n'est pas des réalisateurs qu'on connaît vraiment, je veux dire, en France, enfin, du moins peut-être Oui, pour le moment, en dehors de la sphère coréanophile, c'est Voilà. pas encore une méga star comme Park Chung-wook. Voilà. Donc du coup, j'avais envie de parler de ce film parce que je voulais en parler sur la chaîne, sur Antéverse, en écrit, en critique écrite. Ah, j'ai trouvé que ça collait pas forcément, je voulais dire en écrit, mais peut-être qu'on aurait plus de choses à en dire, à en discuter à deux de ce film, car il a été vendu comme un film de catastrophe. Donc je m'attendais à avoir un film catastrophe et ça ne l'est pas forcément. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce film parce que ça permet de parler des films dans des thématiques, j'ai envie de dire, qui sont beaucoup plus hollywoodiennes ou américaines. Mhm. Et du coup, on a un film qu'on voit donc beaucoup en version hollywoodienne, mais qui a une autre sensibilité. Tout à fait. Alors effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas purement un film catastrophe. C'en est un, mais ce serait réducteur de le considérer uniquement comme tel. Les scènes catastrophes étant éparses dans le film, c'est bien plus que ça. Voilà, donc en fait, pour situer le film, enfin pour l'intrigue, ceux qui auront vu la bande-annonce, elle est. En fait, je l'ai plus trop en tête, mais moi perso, ça m'a vendu vraiment comme un film catastrophe où on voit un volcan qui entre en éruption. Je crois que c'est en Corée du Sud, et c'est là en fait où le film prend une autre tangente. C'est un film à la fois un peu d'action, mais aussi très politique. Parce que ce volcan se réveille en Corée du Sud, mais il va aussi toucher la Corée du Nord, d'ailleurs qu'il commence à raser, puisqu'on voit le palais, Tout à je sais fait, pas, oui. voilà, je sais pas si c'est le palais impérial, mais à Pyongyang, qui s'écroule en direct à la télévision sud-coréenne, parce qu'ils suivent aussi les infos qui se passent en Corée du Nord. Et en fait, on va dire que les Coréens veulent empêcher le volcan parce que c'est une première éruption, on va dire, du volcan qui a un fort impact, je crois, dans une ville de Corée du Sud, mais je ne sais plus laquelle, et il va y avoir deux répliques. On va dire une réplique intermédiaire et la troisième qui va être une destruction totale, mais qui va raser à la fois, comment on peut dire ça, la Corée du Sud, mais aussi la Corée du Nord. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est-à-dire que les Coréens veulent envoyer une équipe en Corée du Nord parce qu'ils sont au courant qu'il y a des missiles qui sont enfouis sous terre en Corée du Nord, parce qu'ils l'ont appris d'un agent infiltré, enfin c'est un peu compliqué, et du coup ils veulent faire exploser ces 6 têtes nucléaires sous terre en Corée du Nord pour empêcher l'explosion du volcan. Alors je sais que c'est un peu compliqué comme ça et ça devient un peu, ça l'est un peu quand on voit le film parce que du coup les Américains, les Coréens veulent entrer en Corée du Nord avant que les Américains s'en aperçoivent parce que du coup ils vont empêcher un traité entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Du coup ils vont envoyer une équipe deux équipes, pour surveiller les lieux et la deuxième pour faire exploser les têtes nucléaires. Mais celle qui doit faire exploser les têtes nucléaires, l'avion se crache sur le sol. Du coup, c'est l'équipe B qui n'est pas du tout formée à ça, qui va devoir faire exploser les têtes nucléaires, mais qui vont devoir, c'est fou, mais qui devront être aidés par l'agent infiltré. Mais cet agent infiltré, comme il n'a pas confiance en eux, il va leur jouer des tours
et ça va être un jeu d'agent double, d'agent triple, avec une équipe de bras cassés. Tout à fait. Donc, comme vous l'aurez compris à ce résumé qui n'est pas simple, on est en fait davantage dans le registre du film d'espionnage et des conflits géopolitiques. Et la catastrophe naturelle qui arrive au début du film, en fait, sert de déclencheur à tout ça. Donc, ça reste quand même un film catastrophe, car c'est pas juste la scène d'introduction. Je veux dire, au fur et à mesure du film, il y a d'autres explosions. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais clairement, c'est du décorum. On est vraiment dans un film. Là, pour le coup, c'est vraiment typiquement coréen. Tu parlais de différence avec les États-Unis. Ouais. Si on connaît pas un minimum la géopolitique. La géopolitique coréenne, bon, à un petit niveau bien sûr, mais c'est compliqué à suivre. Il faut savoir que les conflits entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça fait 50 ans qu'ils sont en pleine guerre froide. 60 ans, même 60 ans. 60 ans, ouais. Depuis Kim Song-il, qui a eu quand même un assez long règne, on est déjà au petit-fils, Kim Jong-un, donc ouais, ça fait depuis Staline. C'est ça. Mm-hmm. Vas-y, je te laisse continuer. Vas-y. D'accord, alors je voulais dire que malgré le fait que effectivement le film soit très coréen, donc le casting est vraiment coréen, il n'y a pas de star américaine dedans. En revanche, pour les deux têtes d'affiche, les deux acteurs principaux... alors je vais quand même dire, il y a quand même des acteurs américains, mais ils arrivent aux 2/3 du film. Voilà, ils arrivent aux 2/3 du film. Ils sont très secondaires dans l'intrigue, mais effectivement, il y a des Américains dans l'intrigue, comme on le disait, puisque c'est géopolitique. Mais dans les acteurs coréens principaux, les deux, en fait, sont des acteurs qu'on a déjà vus. Donc, l'agent nord-coréen, celui qui se fait exfiltrer, en fait, si vous ne connaissez que le cinéma américain, vous l'aurez peut-être déjà vu dans G.I. Joe 1 et 2. Mais sinon, il est connu en Corée pour le film JSA, J'ai rencontré le diable et Le bon, la brute et le cinglé. Il est également dans Raid 2, le film avec Bruce Willis, Morgan Freeman et tout ça. Et l'autre agent, donc l'agent sud-coréen, est également très connu puisqu'il joue dans les deux blockbusters coréens Along with the Gods qu'on trouve sur Netflix. Ce sont des films d'heroic fantasy basés sur la mythologie coréenne, mais il joue également dans le thriller de Park Chan-wook, Mademoiselle. D'accord. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le réalisateur de All Boy et c'est une claque du même niveau. Et il y a ce troisième acteur qui est en second rôle, et alors je ne sais pas son nom, et je me situe là, toi, sous les yeux. Celui qui joue le géologue. Dong Seok-ma. Qu'on a vu dans Le Dernier Train pour Busan. Dans Le Dernier Train pour Busan et également dans Le Gangster, Le Flic et l'Assassin. Donc comme je disais, des films typiquement coréens certes, mais qui ont eu une distribution internationale, donc c'est pas rien. Et la femme de l'agent sud-coréen est jouée par une star de K-pop. Donc voilà, certes, film 100% coréen, mais pensé pour l'international. Et moi, alors j'ai envie de venir sur un point de la réalisation, parce qu'on va déjà aborder la première destruction où on croit qu'on va avoir un film du genre Le Pic de Dante. Ce que j'ai bien apprécié moi dans cette introduction par rapport au film américain, c'est que la façon de filmer diffère énormément, et j'ai trouvé quelque chose de très jeu vidéo dans la façon dont le personnage échappe à la destruction de cette ville sud-coréenne. Parce que les plans de la voiture, les plans de caméra, ça fait vraiment très jeu vidéo. À un moment, on voit la voiture par-dessus avec tous les bâtiments qui s'écroulent autour, ou avec des plans à l'intérieur de la voiture en fait. Effectivement, la manière dont c'est filmé, ça diffère fortement par exemple de 2012, dans laquelle il y a une scène totalement identique en voiture, avec la ville qui se détruit juste derrière lui. C'est quasiment la même scène, mais ça n'a rien à voir. Effectivement, comme tu dis, il y a un petit côté presque FPS. On voit à travers les yeux du conducteur dans la voiture, et c'est très intrusif. Voilà, cette scène en 3D aurait rendu excellent. Alors c'est pour ça que j'ai été très dérouté par la suite. C'est parce qu'on part directement après sur une histoire d'exfiltration. Et ce que je ne m'y attendais pas du tout, c'est que donc on perd la première équipe, celle qui est censée désamorcer, faire exploser les 6 têtes atomiques. Et du coup, c'est la seconde équipe qui va prendre ça en charge. Et ce que j'ai bien aimé dans cette idée de scénario, c'est que c'est un peu des bras cassés. Parce que eux, ils sont là avec des balles en caoutchouc et ils le disent carrément, ça fait 1 an qu'ils n'ont pas tiré à balles réelles. Et du coup, ils se font même d'ailleurs bien charrier par l'agent qu'ils doivent exfiltrer, qui les traite carrément, alors je cherche le terme, quasiment de chevalier du Zodiaque du pauvre. Effectivement, ils font référence aux Power Rangers à un moment. En lui disant, et toi t'es force rouge, force jaune et tout. Toi tu l'as vu en quoi? Tu l'as vu en... J'ai vu la VF, mais la référence existe en VO aussi. Non mais alors...
Alors Ils ont voilà. pas dit la même dans celle que Ah tu as non, vue pas du tout. Dans la version coréenne, dis-moi, ouais. il les traite et il lui dit vous êtes les chevaliers du zodiaque, mais il fait comprendre D'accord. vous êtes les chevaliers du zodiaque du pauvre. Et il y en a un d'ailleurs, et je crois qu'il lui c'est dit curieux. toi il lui dit pas t'es Andromède ou je sais plus quoi, mais du coup il lui donne le surnom après tout le long du film en fait. Alors, si on a des experts en coréen qui l'ont vu en VO, est-ce qu'ils pourraient nous dire c'est quoi la référence de base? Parce que du coup, dans la VF, ils ont changé pour les Power Rangers. Peut-être qu'ils ont estimé que c'était plus récent. Je pense que peut-être dans la version originale, c'est peut-être directement les chevaliers du zodiaque. Hein. Peut-être, mais je pense que dans la VF, ils ont dû se dire les Chevaliers du Zodiaque, c'est trop vieux. Oui. Ils ont préféré une référence qui existe encore actuellement. Bon, en réalité, Senseiya existe toujours, donc ça aurait marché aussi, mais bon... Bon, c'est un choix de traduction après. Mais cela dit, les deux références fonctionnent, puisque dans les deux, ce sont des groupes de héros, et chacun, ils ont des couleurs différentes. Mais du coup, après, on se retrouve vraiment sur jusqu'à jusqu'au climax, on se retrouve avec de l'exfiltration et quelques scènes d'action en fait. Voilà. Tout à fait, c'est vraiment un film d'espionnage après, hein, donc avec une exfiltration d'un agent en territoire ennemi. Et essentiellement des scènes d'action. Les scènes de destruction massive sont vraiment éparses, c'est-à-dire qu'il y en a une grosse à la fin également. Il doit y en avoir une au milieu du film, je pense. Alors voilà, celle qu'il y a au milieu du film, c'est quand il se retrouve dans les ruines. C'est pas de Pyongyang, mais d'une ville en Corée du Nord. Allez, la référence, c'est la chute du Faucon Noir, où ils sont tous au même endroit et ils se font tirer de tous les côtés sans voir les adversaires. Et je pensais aussi quelque chose sur le titre français qui induit clairement en erreur sur le vrai style du film. Voilà. Destruction finale, mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce titre? On dirait un téléfilm d'Énergie 12. Alors c'est ça, c'est que quand j'ai vu la bande-annonce de Destruction, enfin sous son titre Destruction finale, ça m'a envoyé sur une autre bande-annonce d'un film américain qui s'appelle Destruction Los Angeles, qui est sur un volcan qui est en train d'éruption à Los Angeles ou quelque chose comme ça. Oui, ce que je dis, c'est un titre extrêmement quelconque. On va penser à des nanars comme Mortal Kombat Destruction finale. Ashfall, je connais aucun autre film qui a ce titre-là, pourquoi ne pas l'avoir gardé? Voilà la retombée des cendres due à la première explosion, et en plus ils sont dans les cendres de la ville qui est détruite, tout le long ils sont dans les cendres. Et Ashfall était bien plus parlant. Voilà, et en fait ce que j'ai bien aimé aussi donc dans le scénario, c'est que quand à un moment on se retrouve aussi la confrontation, donc à un moment quand dans le scénario, bon on va pas tout spoiler, mais il se retrouve entre l'agent exfiltré et le leader de l'équipe, et leur confrontation, où là on aurait une confrontation virile à l'américaine, il reste au second degré en fait. Voilà, il se vanne un petit peu, Tout à fait, il y a des petites piques entre les personnages, c'est pas aussi caricatural qu'un Hobbs & Shaw, mais ça permet quand même de dédramatiser un peu les scènes purement d'action. Le film ne se prend pas trop au sérieux là-dessus. Voilà, donc on va avancer un peu plus dans le film parce que donc on va pas rester une éternité dessus. Mais après, là aussi, où on s'y perd un petit peu, c'est que donc dans l'histoire, en plus, cet agent exfiltré, parce qu'en fait, il doit, je dis pas de bêtises, parce qu'il fait croire à l'équipe qui doit faire exploser les bombes, qu'il va les aider à les amener à la bombe, mais en fait, il doit amener le chef de l'équipe à apparemment une triade, enfin je sais pas comme ça, des mafieux coréens, pour qu'on lui libère sa fille. Du coup, après, il se retrouve dans une ville avec sa fille, et à ce moment-là, il y a les mafieux, il y a les Américains, au moment on se retrouve un peu dans un gros bordel en fait. Mais c'est vrai que cette scène-là, par contre, est typique des films coréens. Il y a très souvent, quand même, il faut le remarquer, dans les films coréens un petit peu catastrophes, une petite fille malheureuse. Ça, c'est le truc qu'ils adorent, hein, que ce soit dans Dernier Train pour Busan, dans Pandora, dans plein d'autres. Eh ben, on n'échappe pas à la règle dans celui-ci, même si c'est juste une scène, c'est pas pendant tout le film non plus, mais quand même. Voilà, donc du coup on a cette scène, et après on va pas spoiler, qui nous amène jusqu'au climax, carrément, le climax, on est au Mordor. On va... Complètement, la ville est anéantie. Ah ouais, c'est le Seigneur des Anneaux en voiture, la fin, on va le dire franchement. Oui. Et du coup, il se retrouve là-dedans, donc on va pas spoiler. J'ai trouvé la fin sympa, elle est hyper cliché, mais je l'ai trouvé sympa. Et donc du coup, ce qui va faire venir à qu'est-ce que tu as pensé du film en fait? J'ai plutôt bien aimé. Je trouve qu'effectivement il y a un bon mélange entre film catastrophe et film géopolitique. Après, bon, il y a des petits coups de mou à certains moments. Le film, il fait combien? Je m'en rappelle plus. Il fait 2 heures, je crois. Oui, il dépasse les 2 heures, mais quand on a cette longue séquence d'exfiltration où ils doivent expliquer les enjeux, ça prend du temps. Mais en même temps,
si on n'a pas ce passage-là, le film est compliqué à suivre. Je veux dire, c'est quand même important pour l'intrigue. Ouais. Les personnages sont suffisamment distinguables les uns des autres. Alors, je vais dire une ânerie typiquement occidentale, mais c'est le truc qu'il y a souvent dans certains films coréens. Ouais. On a du mal à distinguer les personnages parfois. Il y en a qui se ressemblent vraiment beaucoup. Là, ça va. Ils ont fait des efforts de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y a cette identification de chaque membre de l'équipe. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire les personnages ont vraiment des faciès différents, des looks différents, des façons de parler, des gestuels. On les distingue. Parce que pour un occidental, prenez par exemple un film comme Les 7 Samouraïs, c'est très très difficile de se rappeler qui est qui au bout d'un moment dans le film. On en reconnaît 2-3, mais c'est dur. Là, ils sont quand même clairement identifiables, de toute façon. Là, façon. Exactement. Donc là, au moins, il n'y a pas ce souci-là. Au niveau de la mise en scène, comme tu disais, il y a de l'originalité. C'est vraiment pas filmé à l'américaine, tout en même temps étant accessible. Et d'ailleurs, ça me fait penser à justement le film, parce que je pense qu'il a un pendant américain, c'est Fusion the Core. Je suis assez d'accord avec toi. Fusion the Core est un film vendu comme un film catastrophe, mais en fait, c'est bien plus que ça. Les 3/4 du film, c'est un film sur des gens qui traversent le centre de la Terre. Et pour faire exploser, je crois que c'est le noyau du Soleil, du centre de la Terre, en fait, pardon. C'est le noyau de la Terre qui arrête de tourner, et du coup, le champ magnétique terrestre s'affaiblit et fait que la Terre commence à être irradiée de toutes parts. Voilà, et donc dans Fusion the Core, d'ailleurs, il doit faire exploser une bombe nucléaire au centre de la Terre. C'est vrai que là, c'est un peu similaire. Dans Armageddon, ils doivent faire exploser l'astéroïde avec une arme nucléaire. Et je crois que c'est ça dans Armageddon, non ? C'est ça, ils font exploser l'astéroïde, qui d'une manière qui est absolument pas crédible d'ailleurs, parce que normalement ça devrait faire des tonnes de débris, puis ça couperait surtout pas l'astéroïde pile en deux, mais bon, passons Armageddon est tout sauf réaliste. Oui, non, mais de toute façon, justement, là, c'est pas réaliste. Faire exploser 6 bombes nucléaires, je pense, au fond d'un volcan, je pense que la Corée du Nord, elle va se séparer du reste de l'Asie. Ouais. Voilà, ça va devenir une péninsule. Mais l'idée est la même que dans The Core et Armageddon, effectivement, de creuser, enfin de forer pour faire exploser sous la surface. Et pour en terminer avec ce film, allez, pour donner une note, quand même, allez, je vais lui donner un petit 3,5. Ouais, c'est pas mal, hein, je pense. Je mettrais comme ça, un petit peu plus de la moyenne. Et je suis assez d'accord que c'est un film qui... C'est un thème très 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 courant dans le cinéma américain, mais c'est une relecture à la coréenne. Et de toute façon, les Coréens, on le sait, ça fait quelques années, sont de plus en plus à la mode, parce qu'ils ont justement réussi, tout comme les Américains, à se faire une culture internationale. D'accord. Et du coup, bon, on va en terminer avec Ashfall. Et on va passer du cinéma coréen au cinéma japonais. Et ben c'est excellent que tu aies pris justement un de ces deux nationalités, parce que comme on le disait, les deux sont deux cinémas qui ont une culture très spécifique à chez eux, sauf que les Coréens font un cinéma international, du moins dans leur blockbuster, là où les Japonais font des films pour le Japon. Alors voilà, c'est une question que j'ai envie de te poser. Alors ce que j'avais envie dans ces podcasts, c'est il y a des questions, j'ai pas envie de te les poser à l'avance pour pas que tu y réfléchisses vraiment et que tu me donnes la réponse directement avec sensibilité. Voilà, spontanément, j'allais dire avec sensibilité, rien à voir. Voilà, spontanément. Est-ce que le cinéma japonais en horreur n'est pas en train de stagner avec ce film qui, justement, on va y revenir, d'un réalisateur en fait qui ne fait que ce genre de film? Alors en fait, il y a eu effectivement une très très grosse mode de la J-horror à un moment, mais il faut se rendre compte aussi que la plupart des gens qui disent qu'ils adorent les films d'horreur japonais, en fait n'en ont jamais vu. Ils ont vu les remakes américains des films de la J-horror, puisque même le remake américain de The Grudge se passe au Japon. Ouais. Mais il y a Sarah Michelle Gellar. Les vrais films de J-horror ont toujours été un marché de niche en Occident. Et ce sera le cas pour Inunaki. Inunaki est encore plus japonais que The Grudge, je pense. Enfin, Ju-on plutôt. Ouais. The Grudge, c'est la version US, Ju-on est la version japonaise. Inunaki, si tu connais pas vraiment bien la culture japonaise, je pense qu'il y a de fortes chances que tu te fasses chier devant. D'accord. C'est pas que le film soit ennuyeux ou quoi, mais il est assez contemplatif, il est lent, il est très très japonais dans ses inspirations. Par exemple, la créature surnaturelle qu'on voit dedans, c'est pas un vampire, un loup-garou ou même un fantôme. Inunaki, comme je disais, est un film qui est vraiment fait spécifiquement pour les Japonais ou les gens très fans du Japon qui connaissent un minimum sa culture. Inunaki ne s'exportera pas aussi bien qu'un The Ring, The Grudge, Darkwater et tous les classiques de la J-horror des années 2000. J'ai expliqué pourquoi. C'est que déjà, il ne parle pas d'une créature qu'on connaît, les fantômes pour les films précédents. Non, il parle de la femme chien. Explique-nous le scénario d'ailleurs. Alors oui, donc le scénario
d'Inunaki. Donc grosso modo, Inunaki, je sais pas si vous connaissez, c'est le plus célèbre village perdu en gros au Japon. Au Japon, il y a une grosse tradition de villages abandonnés qui sont bien évidemment hantés. Et Inunaki existe réellement et c'est censé être le plus hanté de tous. Il y a eu déjà plein de films dessus. Et si vous connaissez le youtubeur Tev Japon, il a fait une très belle vidéo sur Inunaki. Pas le film, le village. Donc dans l'histoire du film, on a une psychiatre qui est persuadée d'avoir un sixième sens depuis son enfance. Donc lors d'une expédition nocturne dans le village, dans le village Inunaki, et effectivement, son pouvoir va révéler une espèce de malédiction qui est liée à un démon traditionnel des cultures japonaises, celui de la femme loup ou femme chien, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est pas du tout un monstre connu dans la culture occidentale. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que celui-ci plaira moins, mais c'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que ce film a un double niveau de lecture. Inunaki, c'est au premier aspect un film d'horreur donc traditionnel japonais sur une femme qui va dans un village oublié, hanté avec un démon. Mais de l'autre côté, il y a une histoire avec tous ces entrepreneurs, ce groupe d'électricité. Bref, il y a tout un tas d'entrepreneurs qui sont un peu en guerre contre le village et tout. Et ce film, en fait, a un deuxième niveau de lecture qui va passer au-dessus de la tête d'à peu près 95% des spectateurs. Et c'est pour ça qu'il ne marchera pas plus que ça. C'est en fait une critique de Takashi Shimizu au cinéma américain et au remake de ses propres films. Il a réalisé les deux premiers Ju-On, donc les films japonais, originaux de The Grudge. Enfin non, il a d'abord réalisé les deux téléfilms Ju-On, les deux films cinéma, et ensuite les deux longs métrages américains The Grudge. Alors moi je vois, alors pour qu'on resitue, alors attends, moi ce que je vois sur sa fiche, alors oui moi je vois Ju-On 2, Ju-On, The Grudge 2 et encore The Grudge. Voilà. Ah, c'est ça, alors je vais être plus précis parce que c'est vrai que ça devient compliqué. Alors d'abord il y a eu les téléfilms Ju-On The Curse 1 et 2, puis les films Ju-On The Grudge 1 et 2, puis les films US The Grudge 1 et 2. Les sagas japonaises et américaines ont toutes les deux continué en parallèle par la suite, mais Shimizu en a eu marre et s'est arrêté après The Grudge 2 US. Et en fait, dans le film Inunaki, on peut voir un parallèle entre les studios américains qui s'approprient la culture japonaise pour l'américaniser et ce gros consortium qui veut s'approprier Inunaki pour leurs propres bénéfices, quitte à en détruire toute sa substance horrifique. Moi, ce que j'ai envie de te demander sur le film, c'est quand on voit donc sa filmographie, donc je le dis avec les Ju-On, The Grudge, Maribito, Réincarnation, ben en fait ces films-là ont toutes les mêmes thématiques en fait. Oui, tout à fait. Shimizu a une thématique très, j'allais dire, assez restreinte. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est parce qu'on lui propose de ne réaliser que ça? Mais effectivement, il n'a fait que des films dans ce style, grosso modo, c'est que ça. Alors moi, son dernier que j'ai vu, je t'en avais parlé, je sais pas si tu l'as vu depuis, c'était Réincarnation. C'est une équipe qui va tourner un film sur un lieu d'un meurtre, et en fait, ça réveille un fantôme. Et ça se lit sur deux niveaux. Et je crois que tu m'avais dit quand on avait parlé que c'est un peu tous les films de ce réal. Ben en fait, c'est des films sur deux niveaux en fait à chaque fois. Tout à fait. Alors en fait, je vais spoiler The Grudge, mais pour expliquer Inunaki, parce qu'Inunaki, comme je disais, il est beaucoup moins clair. Pour le comprendre, il faut déjà connaître un petit peu Shimizu ou au moins un minimum le folklore japonais. Et comme tu me disais avec Réincarnation, pardon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a la série The Grudge qui est sortie récemment sur Netflix, mais il y a également ça dans la série The Haunting of Hill House, qui est américain pour le coup. C'est le fait que l'au-delà permet de mêler les époques. Le présent, le passé et le futur se mêlent. On peut voir par exemple des gens je crois que c'est dans Ju-On The Grudge 1 ou 2, des gens qui sont hantés par des bruits qui tapent dans leur mur, ils ne savent pas ce que c'est. Il n'y a personne qui est mort dans leur appartement, donc pour eux ça peut pas être un fantôme. Et puis ils se font finalement tuer, et en fait c'est eux-mêmes, c'est leurs propres cadavres qui vont taper dans le mur. Donc en fait ils sont hantés par un fantôme du futur, et les The Grudge japonais sont assez complexes à cause de ça. Présent et futur sont mêlés, et il y a de ça dans Inunaki. Eh ben c'est exactement ça de Réincarnation, puisqu'en fait ils vont faire le film sur le lieu d'une femme qui a été tuée, et en fait c'est le fantôme du passé qui vient hanter le présent en fait. Ben, c'est le même genre de thématique qu'il a tout le temps en fait. Voilà. Tout à fait, il a vraiment une thématique très similaire dans la plupart de ses films, mais même rien qu'en regardant les titres des films que j'ai pas vus, Dark Tales of Japan, je pense qu'on reste dans la même thématique. Alors, et donc du coup, alors pour revenir maintenant au film en lui-même, ce que j'ai lu, c'est que l'histoire donc est sympa, mais les effets spéciaux sont quand même assez
voilà, sont pas terribles. Alors effectivement, et c'est d'où l'intérêt de parler d'abord d'un film coréen à relativement gros budget et après à celui-là qui lui a au contraire un tout petit budget. Et ouais, ça se ressent, hein, le film n'est pas toujours très très bien foutu. Et cela dit, il a l'intelligence sur la majorité du métrage de jouer sur l'économie de moyens. La plupart du temps, on voit peu les créatures, c'est dans l'obscurité. Mais quand on les voit, on se dit que ouais, c'était pas plus mal de pas les voir en fait. Ça me donne envie d'aborder ce sujet. Quand on parle des remakes américains, en fait, je pense que tu te connais plus que moi, mais j'ai l'impression qu'ils font que des remakes du même réalisateur ou des mêmes réals en fait. Effectivement, ils ont fait beaucoup de remakes. Shimizu, ils ont fait les The Grudge, mais son rival, celui qui a fait les The Ring, comment il s'appelle Hideo Nakata. Hideo Nakata. Effectivement, il a eu plusieurs remakes également, puisqu'il a eu celui de Ring, mais également Darkwater. Et il a fait plusieurs films également états-uniens, donc, puisqu'il a fait. Il a réalisé un des remakes de Ring, le deuxième, et c'est pas du tout un gage de qualité. La question que j'ai envie de te reposer, donc on n'a pas l'impression que du coup on remake toujours les mêmes films. C'est pour ça que les remakes, j'ai l'impression, je crois que c'est ça le dernier The Grudge, c'est un remake d'un remake. Alors ça dépend duquel on parle parce qu'il y en a eu tellement. Le dernier The Grudge, celui de 2020, celui qui est sorti en début d'année. Voilà, qui s'est fait massacrer, qui a été produit par Sam Raimi. Voilà. Qui était scandaleux. Oui, produit par Sam Raimi. Alors le dernier qui est vraiment nul. Justement, il faut pas s'éloigner de ça parce que la question elle est précise. C'est est-ce qu'ils ne font pas donc un remake d'un remake? Parce que le cinéma sur le japonais sur lequel les Américains les intéressaient au départ, ben c'est toujours la même chose. Du coup, ils ont plus rien à remaker. Voilà. Ouais, si, tu abordes à mon point, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que le cinéma japonais, contrairement au cinéma coréen, n'est pas fait du tout pour l'exportation. Ils ont leur propre folklore, c'est très 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 japonais. Le seul truc justement qui est exportable dans les films d'horreur japonais, c'est justement les histoires de fantômes, parce que nous aussi on a ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils remakent toujours les films japonais les plus accessibles, donc les The Ring, The Grudge, parce que c'est avec des fantômes et qu'on en a aussi. Et en regardant la filmographie de Nakata, je me rends compte qu'il a fait un autre film qui a eu son remake en plus de Darkwater et de Ring. Il a réalisé un des films live japonais de Death Note. Et Death Note aussi a eu son remake américain sur Netflix. Film américain, sinon il a fait Chatroom qui n'a pas un très grand intérêt non plus. Apparemment c'est britannique Chatroom. Bon, bref, peu importe, ça reste occidental. Et d'ailleurs, lui non plus, tout comme Shimizu, a beaucoup de mal à se sortir de son style de prédiction. Alors j'ai pas envie de dire qu'il a du mal, parce que quand j'ai regardé les bonus de réincarnation, on sent qu'il a envie de faire ce genre de film en fait. Après, s'il n'aime réellement que ça, pourquoi pas, hein. Parce qu'il le dit lui-même, il dit j'aime ces histoires. Il a dit si j'ai développé The Grudge, c'est parce que j'aime ces différences de temporalité, ces différences de dimension. Il aime ça en fait. Voilà. Bah, écoute, s'il est heureux comme ça, tant mieux. C'est vrai que c'est pas plus mal qu'il continue à faire ce qu'il est. Après, je pourrais difficilement m'étendre plus dessus. C'est vrai que ça reste un peu superficiel comme analyse du film, mais je ne maîtrise pas suffisamment ce sujet-là de la culture japonaise pour pouvoir en parler plus. Donc j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire dessus. D'accord, ben on va terminer avec la note que tu donnerais au film. Alors voilà, donc là la note que je vais donner est donc purement subjective. J'admets ne pas avoir parfaitement compris où il voulait en venir. J'ai compris essentiellement l'intrigue, les différences de temporalité, forcément, il en parle dans presque tous ses films. Mais je suis pas rentré dedans autant à fond que dans l'autre film de tout à l'heure, Ashfall. Donc celui-là, je lui mettrais plus 2,5 ou 3, mais pas au-dessus. Allez, une note précise, pas 2,5 ou 3, allez 2,5 ou 3, allez. Ouais, je vais être gentil, je vais lui mettre 3. Parce que j'admets que j'ai pas tout compris moi-même, j'ai pas toutes les références. D'accord, bon ben ça reste dans les notes du réal, de toute façon quand je vois sur Allociné, c'est du 2,5, du 3. C'est-à-dire que lui mettre moins, ce serait pas légitime dans le sens où il y a des références culturelles qui m'ont échappé. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, à passer sur le site pour tout ce qui est les critiques, les chroniques d'albums, les news, et je vais continuer à préparer des vidéos sur la chaîne. Donc la nouvelle vidéo arrivera, je pense, d'ici la fin du mois, début octobre, on aura une nouvelle vidéo. Donc je vous dis merci à tous et merci à toi Satanico. Eh bien merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Donc je vous remercie à tous et bonne soirée, bonne journée. De toute façon on est sur internet, voilà, le temps n'a plus cours, j'ai envie de dire. Tchuss.